Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, une belle balade qui nous attend. Belle balade dans la vie mahoraise, mais aussi belle balade dans la vie de notre invité. Notre invité qui n'est autre que Vincent Jubelin. Il est né le 8 septembre 1968, pas à Mayotte, à Mulhouse. Vincent, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Juste un petit truc, c'est Jubelin. Jubelin. SCH. C'est mes origines alsaciennes qui ressortent. Bah oui, alors né à Mulhouse, justement, c'est l'Alsace. Et ouais. Et où à Mulhouse ou oui. dans je suis né à Mulhouse. On a habité juste un petit village à côté qui s'appelle Brunstadt. Après, ça c'est faut les gens qui connaissent, mais on est allé un petit peu plus loin à un autre village qui s'appelle Galfing. Et de Galfing, c'était arrivé à Mamoudzou. Et ouais. Eh ben écoute, on va tracer tout ça. Donc tu es né en 1968, belle année. Exactement. Révolutionnaire en tout cas. Ouais. J'ai pas connu. Je suis venu juste après pour calmer les ardeurs. Voilà, juste après. Donc comment se passent les premières années du petit Vincent à Mulhouse ? J'allais dire tranquille, comme tout petit enfant métropolitain. Froid l'hiver, chaud l'été. Exactement. On connaissait la neige, ce qui n'est pas trop le cas en métropole actuellement. Ça tarde un petit peu. C'était les batailles de neige l'hiver, aller en forêt, les balades en forêt. Magnifique, tout à fait. En été. Après. Proche de la nature, Vincent. À l'époque, oui. Enfin, maintenant encore. Déjà, proche de la nature. Sur Brunstadt, mais mes parents, maman malheureusement est décédée, mais ils avaient une horticulture. Donc, d'accord. Et un magasin de fleurs également, sur Mulhouse, qui était d'ailleurs très très connu. Et donc j'ai baigné dès l'enfance, dès la naissance dans les fleurs. Dans les fleurs, les arbres. Donc le jardin, la nature. Exactement. Ces choses qui poussent, qui sont magiques après, qui sentent bon, etc. Qui éclairent un peu des fois le matin quand tu te lèves, que tu vois les fleurs. Quotidien. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, les années passent, le petit Vincent rentre à l'école. Ouais. Avec un maître dont je me souviens, un maître en primaire, monsieur Cranklader. C'est pas vrai. Ah oui, je m'en souviens. Ça marque ça. Ah, ça marque. Il y en a comme ça, on les garde toute la vie. Hein. Oui, lui, je pense que je vais le garder très très longtemps. Mais en bien ou un peu C'était un maître comme on a connu, les gens de ma génération, comme on a connu quand on était jeune, sévère, mais on apprenait. Voilà. Et on écoutait, on respectait le maître. Voilà. C'est un petit message que je passe. Et on travaillait. Et on travaillait, on n'avait pas le choix. Si tu ne travaillais pas, c'était la règle de bois sur les doigts. Tout à fait. On avait encore le doigt à l'époque. Enfin, ils avaient le droit encore. Nous, on n'était pas trop pour, mais... Et voilà. Les années passent, donc maternelle, bien sûr, j'imagine, le cycle habituel. Non, excuse-moi, Dominique, à l'époque, il n'y avait pas de maternelle. Et ouais, exact. Et on rentrait en CP. C'est exact, oui. Et oui, c'est vrai. Et ça remonte, hein. Je ne suis plus si jeune que ça. Je fais peut-être jeune, mais je ne suis plus si jeune que ça. D'accord. Donc les années passent, on avance dans la scolarité. Donc j'ai fait toute ma primaire en métropole. Et après, donc, comme j'ai dit, arrivé sur Mamoudzou, j'ai fait... Donc en fin de primaire, déjà, donc... je suis arrivé ici, j'ai fait ma 6e ici. Ah ouais, donc dans la réalité, tu as passé combien d'années en métropole ? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, donc vers 10 ans, donc on prend les valises et on s'en va. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que papa et maman décident de bouger ? Alors c'est papa qui nous regarde, je pense qu'il va rigoler, mais c'est une anecdote assez particulière. C'est un peu grâce à maman qu'on est venu. Alors à l'époque, le Conseil général du Haut-Rhin parrainait le Conseil général de Mayotte. Et ils envoyaient ce qu'on appelait des VAT, des volontaires à l'aide technique. Donc en général, c'est des jeunes. Quand mon papa a vu ça sur le journal, il a dit si j'avais 20 ans de moins, je m'inscrirais. Et maman lui a dit mais non, mais vas-y, inscris-toi. Donc il s'est inscrit. Il a été reçu une fois en entretien. Ça s'est bien passé parce qu'il y a eu un deuxième entretien. Puis le troisième entretien, c'était bon monsieur, vous êtes bien, on vous envoie. Vous partez. Voilà. Donc là-dessus, papa est venu d'abord tout seul. Au bout de 6 mois, il a appelé maman. Alors, c'est pas comme maintenant avec le téléphone portable, hein, c'est un peu plus épique. Il a appelé maman en lui disant écoute, tu vends tout ce qu'on a en métropole, on quitte la métropole, on vient à Mayotte. D'accord. Donc, ça a encore duré grosso modo 6 mois. Et donc, à la rentrée, je me suis retrouvé à Mamoudzou. Et ouais. Donc, à l'âge de 10 ans, vous avez quitté la métropole. J'ai quitté la métropole pour m'installer
Suivre mes parents, bien sûr, hein. Donc s'installer à Mamoudzou. Un choc dans la vie à 10 ans. Ouais, parce que... Surtout en Alsace, soyons... Mais avec mes parents, on allait de temps en temps... Parce qu'on est là, on est dans les années 78, donc. Ouais, fin des années 70. Donc j'étais déjà à la mer, je connaissais la mer, mais bon... Je connaissais la mer en tant qu'enfant. C'est vrai que tu vas pour les vacances, une semaine, 15 jours, et puis voilà. Et puis la Méditerranée, c'est pas franchement Et le encore, lagon de on a Mayotte. la chance d'aller à la Méditerranée. On avait la chance, là pareil, j'ai encore des souvenirs de voyage. Sur les autoroutes à l'époque, c'était pas comme maintenant, quoi. Si tu mettais un tout petit peu plus de temps. Oui. Et puis, c'est vrai qu'arriver ici, le choc de culture. J'imagine. Parce que des gens de couleur, c'est vrai qu'à l'époque, on n'en voyait pas énormément en métropole. Des gens de couleur. Ah oui, de couleur. Ok, ouais. Se retrouver là, jeune petit métropolitain. Ouais, sans couleur. Je veux dire qu'avec des gens de couleur, Voilà. c'est vrai que c'était surprenant. Je me demandais, mais pourquoi ils sont noirs, quoi. Et donc c'est papa qui m'a expliqué. Ouais. Et la première semaine que j'ai fait à l'école, alors j'avais 2-3 métropolitains avec, c'était des enfants d'expatriés, mais j'ai pas réussi à m'attacher avec eux. Directement, j'allais vers les petits Mahorais. J'avais envie de savoir comment ils vivaient, donc de suite je me suis intéressé donc en fait à la curiosité qui est... Dès le départ, c'était ça, c'était le pourquoi, et je voulais savoir pourquoi. Donc pour savoir pourquoi, il fallait aller au devant des gens, des petits jeunes. Et puis j'ai gardé des très bons souvenirs. J'ai des amis encore, donc ça va faire des amis de 30 ans, comme on dit. Voilà. Un peu plus de 30 ans. Voilà. Et on a gardé des super liens. Et c'est vrai que là, bon, j'ai de l'émotion. Hein. On le voit pas, mais ça boue. Parce que les premières semaines, pour moi, ont été primordiales. C'est-à-dire, je me suis intégré tout de suite. Je me suis plu tout de suite à Mayotte. Ouais. J'ai eu de très bons contacts avec les jeunes enfants de mon âge. À l'époque, qui ont mon âge maintenant, et c'était magique, quoi. Ouais. C'était magique. Bah oui, la mer, la mer, la brousse, parce qu'à l'époque il n'y avait pas toutes les routes, les arbres, tout c'était un dépaysement total. C'était vraiment la nouvelle vie que j'avais jamais goûté, je savais même pas que ça existait, et c'était un paradis, quoi. Ouais. En short et encore toute la journée. Ah si, ouais, c'était en short t-shirt, en savate de doigts là, en tongs. Au bord de la plage, avec un bout de fil. Exactement, la boîte de sardines avec les petites boules à côté, j'ai connu. Alors certains, quand je dis ça comme ça, vont pas comprendre ce que c'est. En fait, c'est comme on n'avait pas de jouets à l'époque, mais on prenait des boîtes de sardines vides et on fabriquait nos jouets. Alors j'ai connu cette instruments de musique. Tout à fait, on faisait tout. Il y avait aussi les couvercles de boîtes de tomates à boîte, les tomates concentrées, qu'on prenait pour faire des petits hochets. Enfin, on se débrouillait. On se débrouillait. On n'allait pas au magasin comme en métropole, mais par contre, on se débrouillait. Et quand on s'ennuyait... Et on était fiers de ce qu'on avait fait avec ses mains. Tout à fait. Et quand on s'ennuyait, on allait aider les plus vieux, les bakous, les bakoukois, à tresser les feuilles pour refaire le toit, pour faire un mur. Et là, on apprend et on est content de découvrir. On le faisait avec plaisir. Pour nous, on apprend. Bien sûr. On va piétiner la terre pour faire le banga, etc. Tout à fait. Donc 10 ans, tu reprends l'école à Mamoudzou, bien sûr. En 6e. Et des bons souvenirs de cette période-là de scolarité. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, oui. Je trouve que le corps enseignant qui était à l'époque n'avait rien à voir avec le corps enseignant maintenant. Je m'explique. C'est une évidence. Alors, je sais que je vais me faire des ennemis, mais moi, on me connaît, j'ai pas la langue de bois. Ouais. À l'époque, il ne venait pas pour la prime. Il venait pour découvrir une population et pour transmettre un savoir. Ouais. Alors, je ne généralise pas sur les enseignants actuels, loin de là, ou les fonctionnaires actuels. Mais il est clair qu'une catégorie actuellement se revendique d'ailleurs. Ils viennent pour la prime, pour la carrière. À l'époque, ils ne connaissaient pas ça. C'était des gens qui n'avaient fait quasiment que de l'outre-mer ou de l'Afrique et qui transmettaient avec passion leur savoir. Et qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas comparer les années collège de maintenant et les années collège d'il y a 30 ans. Ça n'a absolument rien à voir. Et bien sûr, à l'époque, toute la famille a débarqué à Mayotte. Ouais. Personne n'est resté en arrière. Non. Il
y avait que ma grand-mère qui pouvait malheureusement pas venir parce qu'elle était déjà relativement âgée et bon, elle avait des petits problèmes de santé, donc elle est restée en métropole. Ouais. Sinon, non. Sinon, elle serait venue aussi avec, j'imagine. Ah ben, je pense qu'on l'aurait embarqué, ouais, ça, voilà. c'est clair. Voilà. Alors, la vie de papa et maman, je pense que ça sera l'occasion d'une autre émission, peut-être avec papa. Mais en tout cas, papa, maman s'installent, parce qu'ils se sont installés à Mayotte. Ils ont démarré dans quoi? Alors, papa était donc détaché du Haut-Rhin à Mayotte en tant que VAT. Il avait une quarantaine d'années. Ouais. C'était le plus vieux des VAT. Voilà, c'était le patriarche. C'est lui qui gérait un petit peu les jeunes du Haut-Rhin. Ouais. Il s'occupait de mettre en place l'horticulture sur Mayotte. Et c'est vrai que ça lui plaisait parce que c'était son domaine, depuis qu'il est tout petit, parce que son papa, donc mon grand-père, était aussi dans l'horticulture. Enfin, c'est de père en fils. C'est comme ça que ça se transmettait à l'époque. Et donc lui, il était là-dedans. Maman au départ ne travaillait pas. Et un jour, Madame Nel, que tout le monde connaît, est venue la voir et lui a demandé de travailler avec elle. Et donc, mais ça, c'était un peu plus tard, c'était en 84-85, je crois, où elle avait mis en place la SNI. Mais à côté de ça, maman aussi, comment dire, je ne vais pas dire travailler, parce que pour elle, c'était pas un travail, c'était transmettre une passion. Parce que comme elle était fleuriste, donc les compositions florales et autres, et ici, il y a une richesse phénoménale de base, de matières premières. Elle avait fait la connaissance et a été liée d'une amitié très forte avec Madame Zaina Mérès. C'était très très bonnes amies. Et Madame Mérès, qui lui avait proposé justement, à l'époque c'était encore le CMAC, donc où il y a le cinéma actuel, de donner des cours, d'apprendre aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire justement avec la matière première locale. Et c'était l'époque des premières compositions florales. Il avait fait 1 ou 2 expositions. C'était toute une époque, quoi. Et donc la vie s'installe. Et voilà, on s'installait pépère, tranquille. On avait décidé, les parents avaient décidé. Moi, je me sentais bien ici. Mon petit frère, pareil, Bertrand, et on était complètement intégrés, et aucun souci. Le paradis. C'était le paradis. Presque. À quelque chose près. Donc les années avancent, tu continues les études. Ouais. Tu vas jusqu'où? Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Parce que j'ai inauguré j'ai fait la 2e session de bac à Mayotte. Donc tu as le bac? J'ai le bac et là malheureusement. Ensuite malheureusement il fallait partir en métropole. Retour à la case départ. Voilà, retour à la case départ, dans le froid. Pas de chance là, pas de chance. C'était très dur. Je cache pas, c'était très dur. J'ai pas mal galéré là-bas parce que je me suis trouvé tout seul. Comme un Mahorais. Comme un Mahorais, exactement. Tu as exactement l'expression qu'il faut trouver. Le même choc. C'est que ce qui me permet de facilement comprendre le sentiment que peuvent ressentir les jeunes Mahorais qui partent en métropole. Chose que je pense sur Mayotte, peu de gens ont, si ce n'est des Mahorais, des autochtones. Et pour moi, c'est un atout. Parce que les jeunes qui partent ou qui reviennent, qui ont des difficultés, je peux les comprendre et les aider. Bien sûr. Moi, c'est vrai, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient me soutenir financièrement. Donc, on ne dépendait pas des aides, on n'avait pas besoin forcément des aides, que ce soit mais ça n'empêche que le choc de la rupture, il y est. Le choc de la rupture, moi je me suis retrouvé nouveau dans mon almas natal, en plein centre-ville. Moi qui vivais ici en short quasiment toute l'année. Donc retourné à Mulhouse. Ah oui, je suis retourné à Mulhouse. Oui, non, il faut être un peu malade. Heureusement, il restait la grand-mère, quoi. Mais non, malheureusement. Entre-temps, elle était partie. Mais l'année de mon bac, elle est décédée. Oh mince. Elle est décédée pendant que j'ai passé mon bac. Donc oui, alors vraiment comme un Mahorais. Ah ouais, je me suis retrouvé complètement paumé dans un appartement en plein centre-ville de Mulhouse. C'était très dur. La vie d'étudiant, etc. Très dur, ouais. Et ça t'emmène jusqu'à quoi? Alors, jusqu'à... j'allais dire pas grand chose parce que mal du pays, mal d'un peu de tout. Donc mal du pays, mal de Mayotte. J'ai fait mon BTS en 1 année, ce qui est relativement rare. Pressé de... Non, même pas pressé, mais c'est que le ressenti avec les profs c'était un peu dur parce qu'ils considéraient que j'étais privilégié parce que je venais des tropiques et autres. Moi j'avais rien demandé. C'est le destin, on m'a amené dans cette île paradisiaque de Mayotte, j'étais tout heureux moi. Oui, et puis, quand on m'a dit tu rentres en Alsace, j'étais un peu moins heureux, mais bon, c'était chez moi.
Et puis, donc, j'ai fait la première année et j'ai demandé à passer ce qu'on appelle les UV. Alors, je ne sais pas si c'est encore le même système maintenant, de deuxième année en première année. Donc, j'ai pas mal bûché, mais je l'ai réussi. De là, je suis parti à l'armée parce que j'ai fait la grosse erreur. La génération actuelle ne peut pas se souvenir, mais on avait le service national obligatoire. Et une des fois où j'étais en métropole, en vacances, chez ma grand-mère, mais il y a un courrier qui est arrivé à la maison, recensement. C'est pas vrai. Et ma grand-mère, très patriotique, c'est d'ailleurs de là que j'ai cette notion, va signer, va te recenser. Ok, moi, bête et discipliné, j'y suis allé. Oui, sauf que, arrivé à un âge, on te dit, viens voir, tu vas faire ton service militaire. Tu vas passer 1 an sous les drapeaux. Voilà, bon, j'en ai fait un peu plus. J'en ai fait un peu plus parce que je savais qu'avec mon BTS simple, j'irais pas loin. J'aurais dû faire d'autres études. J'avais pas envie d'en faire. Donc j'ai dit, je reste à l'armée, ça sera très bien. Et donc je suis resté à l'armée, je suis terminé sergent-chef. Et puis de là, retour sur Mayotte. Je devais re-signer un contrat et maman que j'avais au téléphone. Là, les liaisons allaient un petit peu mieux, malheureusement. Et elle m'a dit gentiment, écoute, tu reviens à Mayotte, on a du travail pour toi. Donc le choix était vite fait. Retour au pays. Oui, retour au pays. Et puis j'ai pu quitter. Ça, c'était en 93. 94 ans. Et donc, alors tu reviens à Mayotte et tu fais quoi alors ? Alors, de là, j'ai commencé à tenir la boutique 100 000 chaussures. Alors, pareil, peu de monde se souvient, c'est où ce qu'il y a actuellement, alors que je dise pas de bêtises. C'est pas loin de l'hôtel Maharaja, c'est à côté de chez Danesh. J'ai un trou. Il y a une boutique qui fait l'angle. Donc de là, j'ai tenu 100 000 chaussures pendant 1 an. Et 100 000 chaussures voulait quitter Mayotte à l'époque. Donc le patron de l'époque m'a dit, écoute, moi je vais fermer, faut que tu trouves autre chose. Je dis, tu veux fermer ? Ok, je te rachète. Donc j'étais quand même relativement jeune, on a racheté avec mes parents qui m'ont largement aidé, je les en remercierai jamais assez. Donc nouvelle étape dans la vie, patron. Automatiquement c'était se mettre avec dans le patronat. Donc d'où mon engagement on va dire syndical patronal, où j'étais simple adhérent à l'époque. Et le magasin s'appelait, alors ça certains vont peut-être se souvenir, Chaussures. D'accord. Déjà là j'avais l'esprit un petit peu créatif parce que Chaussures ne s'écrivait pas, bien sûr pas comme on l'entend, c'était CHOSUR, tout bêtement. Mais c'est resté dans l'esprit de certains, dont un ami douanier qui est maintenant à la retraite, qui s'en souvient encore maintenant. C'est génial. C'est génial, ouais. Parce que quand il me croise, il m'appelle pas Vincent ou Choublin, c'est Chaussures. Et je pense qu'il se reconnaîtra. Écoute. Et alors donc les années passent ? Les années passent. Maman en parallèle avait donc un autre magasin qui s'appelait, et là beaucoup de monde va se souvenir et ça va faire hérisser le poil de certains, Photo Rapide. Qui a photographié quasiment on a du 95%, voilà, 95% de la population est passée devant notre objectif pour les photos d'identité en particulier. Maman a besoin de renfort, donc on a fermé le chaussures. Et j'ai rejoint l'équipe de Photo Rapide. Alors en tant que laborantin bien sûr, en tant que vendeur évidemment, et en tant que photographe. Et aussi photographe. C'est une de mes passions. Et alors, ce qui fait que ce genre de choses, c'est vrai qu'après, on est au cœur de la société. On est au cœur de la société à partir du moment où on veut y être. Oui. C'est-à-dire que moi, parce que quand je suis arrivé à Mayotte, j'ai connu ma première compagne, qui était de Mayotte. Donc, automatiquement, les amis proches, c'était plutôt des Mahorais. Bien sûr. J'allais dire à mon plaisir, parce que qui étaient des amis d'enfance quelque part, parce que malgré pour la plupart tout, oui, parce qu'on se retrouve, on n'était pas aussi nombreux que maintenant, bien sûr. Même si c'est qu'à partir de 10 ans, ça reste des amis d'enfance. Tout à fait. Et donc, j'ai toujours été, je me suis intégré à la masse sans problème, et j'ai toujours été au contact de la population et pas forcément des élites.
ce qui pour moi est une Et force. pas que des élites. Et voilà, pas que des élites, loin de là. Contrairement à certains qui ne fréquentent que les élites et qui ne connaissent absolument rien de la Et population. qui et veulent surtout pour rien savoir mais du qui veulent reste. nous lancer leur science infuse, Voilà, je connais tout, tout je à sais fait. tout. Commencer À venir manger avec les doigts, et puis on verra. voilà, on à discutera. être Mais tout à éclairé fait. à la petite lampe à pétrole Mais ou à je la suis d'accord bougie. avec toi. Vous Ouais. verrez que c'est autre chose que d'être dans les grands restaurants Mais tout à fait. ou dans Tout les à trucs fait. où il faut On mettre se des tape dans patates le pour dos, rentrer. ouais. Et donc les années passent et la vie se fait. Ben, les années passent, la vie se fait. Bon, les enfants sont arrivés. À travers un objectif d'appareil photo, bien sûr. Beaucoup. Exactement. J'ai eu plusieurs fois d'ailleurs l'idée de faire un livre, Il livre faudrait. souvenir. Il faudrait. Oui, il faudrait, c'est clair. Comme je disais tout à l'heure, en arrivant, j'ai pas pu m'empêcher de prendre la zone de Kawini en photo parce Bien sûr. que quand moi je l'ai connu, il y avait rien. Il y avait Le des seul cocotiers. Il y avait des cocotiers. Le seul bâtiment qu'il y avait, c'était le bâtiment SPPM. Ouais. Donc, peu de monde sait où c'est. C'est tout au fond, au niveau du collège, du premier collège, Ouais. donc tout en haut. L'autre bâtiment, c'était la Bambao, c'est où il y a Calo actuellement. Ouais. C'était les deux bâtiments en dur. Il y avait après, 2-3 ans après, il y a eu Monsieur Barthes qui a construit sa maison, juste à côté de la Bambao, et puis c'était tout, quoi. Tout le reste, c'était de la brousse, quoi. Des cocotiers, c'était une cocoterie immense. quoi. Cocotiers, etc. Tout à fait. etc. Tout à fait. Que de bonheur. Ah, mais disons, quand tu allais à la plage, par exemple, à Trévani, Ouais. c'était l'expédition. Bien sûr. Maintenant, c'est 5 minutes enfin, quand il n'y a pas les Et embouteillages. puis il y avait cette nature, bien sûr, et cet océan. Ce lagon. Avec la passion du papa pour les coquillages, Avec la passion des papas pour les coquillages, avec la passion de la pêche. bien sûr. Parce que bon, c'était impensable pour moi de ne pas aller à la pêche. De passer à côté. Tout à fait. Donc j'ai passé de super moments Bien sûr. sur les bateaux, enfin sur le bateau de papa surtout. Et puis j'ai essayé de transmettre à mes enfants. Bon, maintenant c'est vrai que j'ai lâché un peu parce que bon, mine de rien, un bateau, c'est de l'entretien, ça Et coûte puis cher. la situation a changé aussi à Mayotte. Puis la situation a changé. va en parler. C'est pour se faire voler son moteur, c'est pas intéressant, quoi. Voilà, tout ça a changé. Tout à fait. Donc cette nature qui était magnifique, hein, ça évidemment. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que c'était les années bonheur? Jusque début des années 2000, ouais. Ouais. C'était le paradis. C'était le paradis. C'était le paradis, on était tranquille. Il y avait pas de. Bon, il y avait des vols, bien sûr, mais c'était plus des petits larcins. Il n'y avait pas d'agressivité. C'était le paradis. Tu pouvais aller à la plage Tout tranquillement. le monde se connaissait. Mais tu tombais en panne avec ta voiture, par exemple, au bord de la route. T'avais pas à appeler le dépanneur. T'avais même pas besoin de lever le pouce. Exactement. Même si tu t'arrêtais à la limite, excusez-moi, pour aller pisser un coup, t'as une voiture qui arrivait, elle s'arrêtait. Que ce soit un taxi qui te connaisse pas ou n'importe quoi, tout le monde s'arrêtait. On avait une solidarité qui était immense. Et moi, j'ai la chance, parce que je trouve que c'est une chance, d'avoir justement ces deux cultures. J'ai la culture métropolitaine de par mes parents, et j'ai la culture mahoraise de par mon imprégnation et mon intégration. Très tôt. Très tôt, voilà. Parce que moi, je me considère comme mahorais. 10 ans, on est un enfant, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On est un enfant et puis on est imprégné de ça. Je veux dire, tu peux pas passer à côté. Ah non, c'est Quelqu'un impossible. qui est arrivé ici enfant, qui n'arrive pas à s'intégrer, je comprends pas. Ouais. À l'époque, bien sûr, c'était la plage, les fêtes, les soirées, les copains, c'était la liberté. C'était la liberté. On vivait, c'était le paradis. Je veux dire, on faisait les fiestas, on sortait, on vivait. Mais tout ça en toute sécurité. Parce que c'était en toute sécurité. Ah, bah, tout à fait. Les caillassages, on savait pas ce que c'était. Hein. Ben voilà. L'agression, on savait pas ce que c'était. L'agression, c'était quoi chef, tu peux me passer une cigarette, s'il te plaît? Oui, voilà. Non, j'en ai pas. Ouais. Bon, Bon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Demain, Inch'Allah. Non, et puis c'était, excuse-moi de t'avoir dérangé. Maintenant, tu réponds non, c'est vite vu. C'est soit tu te prends un coup de coupe-coupe, soit c'est des caillasses. Donc, le monde évolue. Hein. Bien sûr. Allez, vous l'avez compris, c'est une belle balade qui nous attend ce soir. On va partir très rapidement du côté de la pub. On revient juste après. À tout de suite.
Et bien voilà, bon retour dans ce studio 101, une belle balade qui s'annonce devant nous, bien sûr. On reçoit ce soir notre invité n'est autre que Vincent Jublin. On vous rappelle qu'il est né le 8 septembre 1968, qu'il est né à Mulhouse, qu'il est arrivé à Mayotte à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent, pour que ce Mayotte que tu as connu change aussi vite et autant en mal? Alors là, on va plus parler, on va parler un peu moins de moi et plus de mon île. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. Il y a le facteur démographique, démographie galopante. Ouais. Il y a le facteur manque de moyens financiers, que ce soit pour les communes, pour le département, l'État. Ça, c'est la distanciation avec la France. Entre autres. Ouais. Entre autres. Faut quand même pas oublier que le Mayotte, en 10 ans, est passé par 3 statuts juridiques différents. Que d'autres ont fait en 70 ans. Exactement. Maintenant qu'on est département, c'est vrai qu'on nous a fait reluire la panacée, tout va bien, tout ira bien, ce sera le bonheur. Certes, ça c'est sur le papier. Sauf que un aspect qui a été oublié, c'est l'aspect financier. Toute évolution a besoin d'argent. A besoin d'une économie, en tout cas. Exactement. Or, d'argent, il n'y en a point. Quand j'entends mes camarades syndiqués, que je salue au passage, parce qu'on a travaillé longtemps ensemble, mais chacun de son côté, moi j'étais plutôt patronat, eux, bien sûr, salariés, réclamer, par exemple, le code du travail de droit commun, c'est une demande qui est légitime. Mais on sait bien que c'est quasiment impossible de mettre en place actuellement, ou d'un coup. Financièrement, ce ne serait pas gérable. Ni pour le patronat, ni pour les salariés, ni pour l'État. Personne ne pourrait mettre les mains à la pâte. Parce que qui dit code du travail, il y a plein de textes à côté. Bien sûr. Des allègements, des aides de l'État et tout, qui ne pourraient pas mettre. Donc on ne peut pas le mettre en place. Pas tout de suite. On doit le faire avancer, c'est clair, mais on ne peut pas le mettre tout de suite. De façon démographique, pas plus tard que début de semaine, on a appris le nombre de naissances à Mayotte. C'est effarant. On va devenir la plus grande maternité du monde. Bah, écoute, moi j'ai fait le calcul, c'est un enfant par heure. Grosso modo, oui. Ce qui veut dire une classe par jour. Tout 24 enfants, pour moi, c'est une classe. Tout à fait. Comment peut-on gérer ce problème ? Financièrement, une telle natalité. L'État ne pourra jamais mettre les moyens pour construire autant de classes. Parce que ok, on va construire les classes, c'est une chose, mais il faut les enseignants qui vont en face. Bien sûr. C'est ingérable. Les enseignants, les stages, les emplois derrière, etc., etc. Il y a une logique derrière tout ça. Tout à fait. Je veux dire, économiquement, c'est ingérable. C'est impossible à faire. Tu as prononcé le mot là à l'instant, économiquement. Est-ce qu'on a une économie à Mayotte ? On en avait une. On en avait une. C'est vrai qu'on en avait une. En 2011, tout a pété. Nombreux sont les patrons, et à l'époque j'étais au MEDEF, je me permets de le citer. Tu étais en poste. J'étais en poste, j'ai participé d'ailleurs à toutes les négociations qui avaient eu lieu. J'ai eu d'ailleurs pris des coups physiquement, mon véhicule avait pris des coups également. Je le regrette pas du tout, je n'ai jamais incriminé qui que ce soit, c'est des règles du jeu, de toute manière. Mais c'est vrai que les événements de 2011 ont lourdement pénalisé l'économie locale. Nombreux sont les chefs d'entreprise qui ont quitté le territoire. À côté de ça, il n'y a plus de commande publique. Donc, il y a l'adage qui dit quand le bâtiment tout va. Actuellement, le bâtiment, on se demande où il est, le pauvre. Il n'y a plus de commande publique. Donc, alors qu'on le rappelle, alors qu'on en a besoin. Il naît tous les jours 24 enfants. Exactement. Il y a une salle de classe qui naît par jour et on ne met pas en œuvre les moyens pour construire des classes. Si ce n'est que les classes. Voilà, et habitat derrière. Mais habitat, centre hospitalier, enfin, il y a tout qu'il faut mettre en place. Avec en plus la problématique du département. Enfin, d'un département. Or, actuellement, c'est une équation irréalisable. Plus, moi souvent je considère comme Mayotte comme, en tout cas à l'identique, d'un pays émergent. Comme l'Inde, comme très ce genre émergent. de choses. Voilà. Très émergent. Mais on est dans ce cas-là. Tout à fait. On est passé, tu le disais tout à l'heure, du feu de bois, du pétrole. Il faut bien que, et là je m'adresse un peu aux sceptiques de Mayotte.
Moi, je suis pas sceptique pour Mayotte, mais je mets juste un joker. Faut pas être trop pessimiste non plus. Je m'explique. Mayotte a connu en 30 ans ce que d'autres ont connu en plus de 100 ans. Voilà. Je vais donner un exemple tout bête. Internet. Combien de temps ça a mis pour émerger en métropole ? Une bonne dizaine d'années. Ah mais tout à fait. Au moins une dizaine d'années. À Mayotte, en 2 ans, on avait l'Internet quasiment à la maison. En 2 ans, on est passé de une chaîne télé à 70 chaînes télé. Exactement. On est passé à Internet. Alors, on est passé au téléphone portable. Il faut bien comprendre que les sceptiques ou certains métropolitains comprennent qu'à Mayotte, mine de rien, les Mahorais ont une capacité d'assimilation énorme. Et d'adaptation. Énorme. Ouais. C'est énorme. Et là, je ne parle pas que de la jeunesse, parce que la jeunesse s'adapte très très vite. J'ai des enfants à la maison, des ados, les téléphones, ils les connaissent mieux que moi. Voilà. Mais je parle de la génération d'avant, ma génération, même la génération d'avant, qui sait utiliser un téléphone portable, qui sait utiliser un ordinateur, qui sait aller sur Internet. Qui part à Dubaï tous les 2 jours. Tout à fait. Ils n'ont pas appris l'anglais à l'époque, il n'y avait pas l'anglais. Mais pourtant, ils arrivent à se débrouiller. Ouais. Donc ils ont une capacité, on a une capacité à Mayotte à s'adapter et à assimiler les choses qui est, à mon avis, alors pareil, je ne vais toujours pas me faire d'amis, qui est supérieure aux métropolitains. C'est une évidence. C'est une évidence. Faut-il vivre avec la population ? Mais c'est une évidence. C'est toujours le même problème. Ouais. Et c'est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui arrive de C'est l'extérieur. incompréhensible. Hein c'est Que- totalement incompréhensible. Je veux dire, quand on voit les bidonvilles de Quand tu Kawhi, lui dis, mais il y a 20 ans, on se promenait dans les quartiers, on sentait le charbon de bois partout, on n'entendait pas les dignes des fours à micro-ondes. ah non, c'était. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les problèmes qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on est passé effectivement d'une société de cueillette, Mhm. pour employer un terme un peu fort, Ouais. à une société d'hyperconsommation. Ouais. Mais il n'y a pas eu de transition. C'était du jour au lendemain. Ouais. Il faut réussir à le faire passer, à le digérer. Avec, on le sait bien, tous les dangers que ça comporte. Ah bah tout à fait. De cette hyper rapidité de. Mais quand tu vois que un petit jeune, je fais pas de différence entre les clandestins, pas clandestins. Je parle d'un petit jeune, un ado. Quand tu vois son camarade qui a le téléphone portable dernier cri Et la tablette qui va bien. et la tablette et la Game Boy et puis je sais Et pas le quoi, papa qui vient le chercher en 4x4. il a envie de l'avoir aussi. Ça crée de l'envie. Alors, je ne critique pas ceux qui l'ont, loin de là. Moi, mes enfants, ils n'ont pas tout ça. Ils ont un téléphone portable, c'est tout. Ça suffit. Parce que je suis un peu contre ce qui est trop électronique, parce qu'après, ça abrutit un petit peu les enfants. T'as pas tort. Je suis un peu pareil. Mais bon, notre génération, c'est ça. Quoi. Nous, on a utilisé le crayon. Hein. Exactement. Mais qu'est-ce que c'était Et bien. le livre. Mais qu'est-ce Et que le c'était livre. bien. Et c'est vrai que cette différence, cette rapidité avec laquelle Mayotte évolue, ça laisse beaucoup de casse à côté. Et voilà. Surtout que cette évolution, il y a le meilleur, bien sûr, la machine à laver, tout ça. On va pas dire que c'était pas bon. Hein. On n'a pas envie de voir nos femmes frotter le linge dans la rivière. Tout à fait. Hein. Mais Internet a aussi amené beaucoup de mauvais, de très mauvais. La télé a amené beaucoup de très mauvais. Cette fenêtre qui s'est ouverte un jour sur tous les entre guillemets vices du monde extérieur. Mais tu parles justement de la télé. J'ai connu l'arrivée de la télé à Mayotte. Ça, je suis pas encore très vieux, mais bon, j'ai connu l'arrivée de la télé. Bien sûr. De l'ORTF à l'époque. À l'époque, ça devait être un outil pour faire, pour éduquer. Alors, c'est pas péjoratif, mais c'était pour éduquer la population, pour apprendre de nouvelles choses. Apprendre, éduquer, distraire. Ça a duré 1 ou 2 ans, et puis on a commencé à partir sur des films indiens, sur des trucs abrutissants. Du Brésil. Exactement, ça c'était un peu plus tard. Maintenant c'est sur les trucs d'Inde, là, les Bollywood et compagnie, c'est bon quoi. Il n'y a pas plus abrutissant que ça. Tout à fait. Parce que va voir à partir de 18h30, je crois que c'est juste avant le journal. Alors c'est bête, vous avez le journal à la même heure. Mais vous n'avez pas ce genre de feuilleton. Il n'y a plus personne. Mais tout à fait. Tout le monde est scotché à la télé pour voir ces conneries. C'était pas le but à l'époque de la télé. La télé était là justement pour montrer le monde extérieur, pour apprendre les choses.
Et puis les bons côtés surtout. Mais c'est vrai qu'avec tout ça, les mauvais côtés sont arrivés. De là-dessus, donc comme tu disais très bien, on a donc maintenant plus de, on va dire une centaine de chaînes, voilà. Sans compter Internet. Voilà. Et la violence. Il peut le faire là-bas, donc je peux le faire ici. Ouais, la violence. Et il y a un autre problème. Le porno. On est bien obligé d'en parler. Alors, ça y participe aussi. Alors, le porno, c'est un peu différent. On vit sous les tropiques. Le sexe, en général, fait partie des mœurs. D'accord. Ça a toujours existé. Mais pas ce sexe-là. Sauf qu'à l'époque, il y avait une certaine discrétion. Ouais. Or, maintenant, ça se banalise. Tout à fait. Mais tout ça, on l'a senti arriver. On aurait pu le prévenir. Ah, on aurait dû le prévenir. On aurait pu. Je ne dis pas qu'on aurait dû. On aurait pu le prévenir. Moi, je dis que avec tous les penseurs qu'on était censés avoir, on aurait dû le faire. Ah. On n'a pas voulu le faire. Non. Donc, on a créé de la décadence. Ouais. Et maintenant, on ne sait plus comment trop faire. On ne sait plus comment trop faire. Oh. Mais bon, après tout ça, il n'y a pas qu'à Mayotte non plus. Hein. On voit comment l'Occident a évolué aussi. C'est pas joyeux. Mais comment faut bien qu'on comprenne que Mayotte maintenant est au même niveau que la Réunion, la métropole, la Guyane, les États-Unis. On a accès aux mêmes choses. On n'a même pas forcément les mêmes moyens, mais on a accès aux mêmes choses. Ouais. Internet, il n'est pas limité parce qu'on est mahorais. Ouais. C'est le même Internet que celui d'un métropolitain à Mayotte ou d'un sauf qu'on n'a pas eu 100 ans de préparation et d'éducation à tout ça. Exactement. Voilà. La seule force, une des forces que je trouve quand même à Mayotte, c'est que on a une population très tolérante. Très tolérante et très admissive. C'est vrai qu'actuellement, et je sais pourquoi j'emploie ces termes-là, le Mahorais, il admet tout. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Ah. Il admet plein de choses. Mais à partir du moment où tu dépasses la limite, il va t'avertir une fois. Il va t'avertir 2 fois. La 3e fois, il ne prévient plus. Il ne prévient plus. Et ça, ce serait bien que des élites s'en imprègnent. Ouais. Qui essayent de comprendre un peu le message qui s'est passé depuis quelques années. Ouais. Depuis 2-3 ans. Ouais. Ça monte. Pour l'instant, ça ne réagit pas. Ça commence ponctuellement dans les villages. Ouais. Moi, ça me rappelle un peu l'époque, je ne l'ai pas connu parce que je suis arrivé juste après, les Sorodas. Oui, tout à fait. Pour employer des termes qui marquent et que certains vont peut-être comprendre. Tout à fait. C'est vrai que je profite un peu aussi de mon passage pour lancer un peu des messages subliminaux. Bien sûr. Réagissons. Attention, danger. Attention, danger. À toi, Ré. Moi, je le dis souvent. Il faut comprendre, mais je répète, si tu t'imprègnes pas de Mayotte, tu ne peux pas comprendre ça. Et par exemple, moi, en tant que métropolitain d'origine, si je donne l'information à quelqu'un, il va pas forcément me croire parce que tu es métropolitain, tu connais rien, tu as peur, tu sais pas. Non, c'est pas que j'ai peur, c'est que je connais mon pays, connais mon île, je sais comment sont les gens. J'ai vécu son évolution. Exactement. J'ai senti ses dérapages. Et je connais son histoire. Parce que nous, on a cherché à la connaître, cette histoire. Exactement. Mais moi, je dis, arrivé juste après, c'est vrai qu'il y avait encore cette atmosphère. Oui, mais je suis sûr que toi comme moi, on a été dans les livres pour savoir ce qui s'y était passé. Tout à fait. Ou au pire, on a été demandé à des anciens. Ou au pire, et puis, voilà. on en parlait à l'époque. Voilà. On nous parlait de l'histoire de Mayotte. Ouais. Actuellement, à l'école, on ne parle pas de l'histoire de Mayotte. Ah non. On ne te dit rien. Si, on a un petit peu en géologie, donc en géographie, c'est tout. Ouais. Mais de l'histoire proprement dite, on n'en parle pas. Ouais. Alors, j'aime bien ce combat que tu as contre Il est gentil. Ils sont gentils. Les Mahorais sont gentils. Ouais. Moi, c'est un peuple pacifique. Mais bien sûr, mais cette manière qu'on a de le dire maintenant, oh, ils sont gentils. Non, tu as raison. Il te prévient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le Mahorais est un faux calme. Il est gentil parce qu'il te prévient. C'est un faux calme. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est calme, tranquille, jusqu'au moment où... Et je crois qu'il faut qu'il se fasse respecter, justement. C'est trop facile de dire « Oh, ils sont gentils, ils sont accueillants, on arrive, ils nous mettent des fleurs, ils nous machin, ils nous bidulent. » Oui et non. C'est pas vraiment dans ce sens-là que je le pensais. Comment dire, l'arrivée avec les fleurs, la générosité,
Ça, c'est dans le cœur. On ne le changera Oui, non, jamais. mais Et je ne veux pas qu'on le change. On a ça. des gens qui s'arrêtent à ça, justement. Mais le Mahorais a une vie aussi. Mais tout à Il fait. a ses terres. Il est respectable. Il a son île. Mais bien sûr. À partir du moment où on ne lui permet plus de s'exprimer, on ne lui permet plus d'exploiter ses terres parce qu'elles sont squattées et que le squatteur a toujours plus de pouvoir que le propriétaire, qui doit prouver en 50 exemplaires qu'il est bien propriétaire, jusqu'à ce qu'on daigne éventuellement peut-être voir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on décomplexise la bureaucratie pour faciliter les choses. Sinon, la cocotte minute sur laquelle on vit va exploser. Mais et quand ça va exploser, je suis bien content d'habiter en petite terre. Soyons honnêtes, on est plutôt dans l'inverse en ce moment. Hein. Ouais. Quand on avait des prélèvements d'impôts à la source qui étaient un Qui bonheur, marchait très bien. qui était un bonheur génial, nous, on vient nous faire des papiers quand même. Hein. On vient nous faire des papiers. On vient, j'allais dire, à nous obliger. Alors, certains vont pas comprendre, mais on vient à nous obliger de venir payer. Alors qu'avant, c'était payé. C'est l'employeur qui payait. C'était payé cash. Tranquille. Et puis c'était payé Ceux qui ne cash. travaillaient pas n'avaient pas d'impôt à payer, donc ça change pas. Par contre, celui qui travaillait, maintenant, il est obligé. Et alors, tout bon patron, et c'était un des messages que nous on faisait passer quand j'étais encore au MEDEF, on essayait de faire comprendre justement aux salariés, attention, pensez à mettre de l'argent de côté, Voilà. parce que les impôts vont tomber, il va falloir payer. Là, c'est plus retenu. Mais ce qui m'a fait rigoler, et c'est là où on voit que à la tête même de l'État, c'est un peu du grand n'importe quoi, c'est qu'ils parlent maintenant en métropole de retenue à la source. À se taper la tête contre les murs. Faudrait peut-être arrêter de prendre les Mahorais pour des cons aussi. Mais tout à fait. Parce qu'on va faire quoi? Pendant 3-4 ans, on va nous emmerder avec, à payer les impôts comme le système métropolitain classique et nous dire ah ben non, maintenant on revient au système passé. Vincent, c'est quoi les atouts de Mayotte dans notre monde d'aujourd'hui? Les atouts de Mayotte. L'adaptabilité des gens. De la population. Ouais. Alors, le tourisme, non. J'ai peut-être en choqué certains. Hein. J'aime bien m'excuser moi quand je choque, ou quand j'irrisse un peu les gens. Le tourisme, faut qu'on arrête un peu le délire. Quand on voit les îles qui sont autour, on fait pas le poids. Ah bah bien sûr que non. À moins qu'on y met les moyens. Mais je sais plus qui avait sorti une fois l'expression, il faut un plan Marshall. Ouais, il faudrait un plan Marshall pour le tourisme. Pour que ce soit compétitif. Quand on voit le prix du billet, le prix de l'hôtellerie... Il faut pas rêver. Les gens, ils ont vu ça le calcul. Hein. Avec 1000 €, tu te tapes une semaine à Maurice en hôtel 4 étoiles. Quoi. Voilà. Et c'est le rêve. Avec 1000 €, tu n'arrives même pas à Mayotte. Quoi. C'est vite vu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de tourisme, mais il ne faut pas le voir tel que c'est actuellement vécu. Il faut un tourisme beaucoup plus réfléchi petit. déjà. Je vais prendre une comparaison toute bête. On va aux Comores, excepté Moroni, où il y a quelques grands hôtels. À Anjouan, il y en a un, vraiment hôtel de luxe. Mais tout le reste, c'est au sein même des villages. Je prends le cas de Moélie, par exemple. Bien sûr. Au sein des villages, on a des petites structures, exactement. Alors, soit il n'y a pas d'hôtellerie, je veux dire proprement dite. Sur Moélie, il y a un hôtel, 2 hôtels dignes de ce nom. Le reste, c'est des microstructures. C'est 3-4 bungalows, 5 bungalows, gérés soit par une association du village, et ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai essayé parce que je connais bien Moélie. Ça fonctionne très bien. Ça fait vivre la population. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument copier ce système, mais le système de microstructure, déjà, ce serait beaucoup plus proche de la population. Donc, ça permettrait un échange de culture. Et je pense que les touristes seraient preneurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de grandes structures. On a quelques beaux hôtels ici. Oui. Mais qui, malheureusement, ne sont pas forcément soutenus. Accompagnés. Exactement. Quand on voit le coût des travaux, par exemple, pour refaire un bâtiment, mais c'est exorbitant. Alors, il y a quelques années, l'État avait mis la main à la pâte, dépannait, mais il y avait tellement de paperasserie à faire que plusieurs ont dit non, c'est pas la peine. Et puis surtout que là aussi, on a été rattrapé par toute la législation qui arrive de l'autre côté. Exactement. D'un côté, on te dit... Et qui n'est pas adaptée à Mayotte non plus. Hein. Les trucs anti-fumée, enfin, je sais pas. Alors, mais... les trucs anti-fumée, les rendre obligatoires. C'est ce genre d'exemple. Les rendre obligatoires, ok. Mais on pouvait le faire, surtout sur Mayotte, de façon progressive.
Et Là, expliquer. c'est boum, direct. Voilà. Le gros problème qu'on a sur Mayotte, et après je reviendrai sur les atouts que tu m'as demandé. Ouais. Le gros problème qu'on a sur Mayotte, c'est que bien souvent on impose des choses sans même les expliquer. Ouais. On va prendre le cas du Sivom. Les- Moi j'ai connu Mayotte, les villages étaient propres, il n'y a rien qui traînait. Mais bien sûr, tout le monde, Du jour au lendemain, on a tout dit... le monde balayait devant sa porte, Mais- soyons honnêtes. Oui, mais le problème c'est que du jour au lendemain, on nous a dit, ah, le Sivom va s'occuper des... Donc tout le monde des a posé poubelles. le balai. Bah, tout le monde s'est dit, bah, c'est bon, c'est le Sivom qui nettoie. Voilà. Non, en fait, il ramasse seulement les poubelles. Mais c'est à toi de le mettre dans la poubelle. Ouais. Mais ça, on l'a pas expliqué. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les mauvaises habitudes sont prises et c'est resté. Et ça donne ce qu'il y a actuellement. Ouais. Et on sait très bien qu'une mauvaise habitude est plus dure à enlever qu'une bonne. Ouais. Maintenant, pour les atouts de Mayotte. Moi, j'aime bien utiliser le covoiturage, qui était naturel. Alors, à l'époque, c'était naturel et c'était dans les mœurs. Pourquoi? Parce que tout le monde n'avait pas de voiture. Maintenant, avoir une voiture, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, il faut des campagnes pour réexpliquer qu'on peut emmener des gens dans sa voiture. C'est fou. Alors qu'à l'époque, dire, t'habitais un village, Mais tu marchais sur le bord de la route, ils s'arrêtaient. c'était automatique. Mais à force justement de vouloir aller de l'avant, c'est-à-dire j'ai ma voiture, c'est un problème de standing. Si je travaille et que j'ai pas de voiture, je suis pas bon. Ma femme va dire que je suis pas à la hauteur. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un des soucis. Donc pour les atouts, on a une jeunesse qui a envie de travailler. Encore faut-il qu'on puisse la former. Ouais. Pas forcément à l'extérieur, qu'on fasse venir des gens. On construit des écoles et on forme les jeunes ici. Plutôt que de les envoyer en métropole au casse-pipe. Bien sûr. Bien sûr. Parce que en métropole, certes, il y a des référents Tu l'as vécu académiques, toi-même. je l'ai Voilà. vécu. Tu l'as Non, mais vécu. bon, moi, je l'ai vécu à C'est l'époque pour ça que en c'est tant qu'élève. Mais là, intéressant. je te parle en tant que les référents académiques, qui pour certains ne savent même pas combien d'élèves ils ont à gérer ou à voir. Si déjà ça pouvait être bien structuré, ce serait bien. Mais les gamins, on peut les former sur place. Mais bien sûr. Et avec l'argent qu'on met Et pour... cette jeunesse-là a envie de travailler. Mais bien Encore sûr. faut-il leur donner les moyens de se former. Et du développement derrière. Mais moi, j'ai un truc tout bête. Je suis pas trop pour les aides sociales. Ouais. Mais un gars qui ne travaille pas, un chômeur, Ouais. tu lui donnes le chômage à 100%. Il va consommer. Bien sûr. Mais s'il consomme, il va falloir importer. Si tu importes, Tout à il fait. va falloir le stocker. Donc il va Tout à falloir fait. construire un bâtiment. Tout à Il fait. va falloir du Ça monde fait pour le marcher ranger. l'économie. Pour les... Et là, je parle j'ai parlé d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'y ai participé, j'étais à la commission AH, donc des personnes handicapées. Si ces personnes-là avaient les mêmes droits qu'en métropole, droits financiers, Mais bien sûr. ils consommeraient aussi. Ils achèteraient des fauteuils roulants, par exemple. Ça fait marcher l'économie. Bien sûr. Bien sûr. Mais malheureusement, il y a blocage de partout. Mais voilà. Vincent, on est déjà au bout. Ah, on J'avais fera une des deuxième. milliers de questions. J'aurais voulu avoir 2 heures avec toi parce qu'il y a Ah des bah, idées. j'ai tellement de... On s'en sortira un jour. Rapidement. Franchement, Ouais. je vais répondre à Maoré. Là, il a- Tige. Ah, si, Il y en a qui vont comprendre. Ouais. En fait, je sais pas. je sais pas. Impossible à Ouais. dire. Ouais. En Je tout cas, pense- en ce moment, on est un peu dans le brouillard, soyons honnêtes. Non, mon avis, alors peut-être que je me trompe, j'espère me tromper. Mon avis, c'est que ça va péter. Il va falloir, comme en métropole, mai 68, Hmm. que ça pète, Hmm. on met tout à plat et on redémarre. Qui est une remise en Et j'ai question. peur qu'on y arrive. Qui est Tout pour dire- une remise en question socio-économique. Mais c'est clair, Ouais. c'est clair. Ouais. On a la chance d'avoir une personnalité politique Ouais. qui actuellement n'est pas président, n'est pas ministre. Ouais. Il était ministre, Monsieur Juppé. Et il a eu une vision du territoire qui l'a choqué. Il n'arrive pas à comprendre comment le territoire a autant de retard dans tant de domaines. Ouais. C'est tout dire. C'est-à-dire que les informations de Mayotte ne montent même pas au plus haut niveau. Pourtant, les présidents passent et repassent. Pourtant, les présidents passent et repassent. C'est fou, ça. Donc, soit ça bloque là-haut, qu'on se dit, Chut, Mayotte, on Ouais. connaît pas, on laisse. Ouais. Soit, il n'y a pas les moyens, on ne veut pas le dire. Mais s'il n'y a pas les moyens, on a trouvé d'autres solutions. Voilà, vous l'avez compris, c'en a fini de ce studio 101 trop court. Moi, j'avais des centaines de choses à lui demander et puis des choses à dire aussi à titre personnel. On se retrouve bien sûr dans tout juste une semaine avec, comme d'habitude, un autre invité. Et puis, promis, une autre belle balade dans la vie mahoraise. On vous embrasse. Salut.